voudrais vous parler du surmoi, notion freudienne par excellence, mais sous un angle sociologique ou psychosociologique. Quand est-ce qu'émerge le surmoi? Quand est-ce que se forme le surmoi? Et qu'est-ce qui fait qu'il pourrait prendre une forme plus ou moins rigoureuse ou rigide? Voilà les questions que je voudrais vous poser dans cette petite causerie du 7 avril 2017. J'aborderai le problème par le biais linguistique, notamment. L'autre jour, j'écoutais une conférence où on disait que en France, on n'arrivait pas, on ne respectait pas l'autorité des anciens, comme à l'étranger, comme en Asie, etc., etc. Et je crois que l'explication, c'est que le surmoi du francophone ne se forme pas comme le surmoi de l'anglophone ou de toute autre région ou zone. Pourquoi? Parce que la langue française, et je pense que quand un enfant apprend à parler, il apprend surtout à entendre. Il écoute d'abord avant de parler. Et il découvre des choses, il découvre des significations en écoutant les autres parler et en faisant des recoupements quand certains mots ou certains éléments de langage, certains modules reviennent. Par module, j'entends les radicaux, c'est-à-dire, le radical, ça se prête à toutes sortes d'adjonctions, préfixales ou suffixales. Vous pensez par exemple à un verbe comme vivre, il y a survivre, par exemple. Il y a toutes sortes de combinaisons, d'expressions qui utilisent cette forme-là. Vivre ou vie, etc. La vie. Prendre aussi, bien entendu. Comprendre, venir, survenir, intervenir, etc. Et donc, il va repérer des modules comme venir, comme prendre, comme vivre. Et il va s'en faire une certaine idée parce qu'il verra que ces mots reviennent. Alors peut-être pas exactement avec le même environnement, le même accompagnement, la même conjugaison, les mêmes préfixes, mais il voit quelque chose qui revient, qui est récurrent. Et par conséquent, il se fait très rapidement une certaine idée de la langue et des mots qu'il va assez rapidement repérer. Et donc, il va pouvoir suivre quelque part une certaine conversation. Et je dis bien avant même de parler lui-même. Parce que la langue maternelle, ça s'écoute avant de se parler. Alors que les langues étrangères, souvent, ça se parle avant de s'écouter. Et par conséquent, il n'en a pas besoin, cet enfant d'ailleurs, ou même enfant intérieur, pour en parler certaines langues, certaines terminologies psychologiques. Ils n'ont pas besoin de demander conseil. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui lui dira, mais tu sais, ce mot-là veut dire ceci, et puis celui-là, il n'est pas pareil, mais il veut quand même dire la même chose, etc. Bon, tout ça, ce n'est pas nécessaire. À la différence d'autres langues, qui, du fait des emprunts notamment, je pense à l'anglais, sont pour le moins duels. Il y a par exemple life, mais il y a vital, ou survive. Il y a end, mais il y a final, finally, etc. Et donc, je ne parle même pas du verbe understand, qui veut dire comprendre, alors que tout le domaine intellectuel ne passe pas du tout par understand, il passe par learning, par
comprehend, par teaching. Alors qu'en français, on a apprendre, comprendre, etc. Entreprendre. Donc, le locuteur anglais, il est confronté à ce que j'appelle la synonymie, qui est un virus, quelque part, sur le plan cognitif, parce que la synonymie fait appel au surmoi. Surmoi, c'est-à-dire ce qui est au-dessus de moi, c'est qu'il y a quelqu'un qui me dit des choses par-dessus. Donc, il faut que quelqu'un explique à l'enfant que tel mot et tel mot, vital, life, ben, c'est la même chose, c'est le même domaine. Ah bon? Or, c'est pas ce qu'il perçoit immédiatement, mentalement et visuellement, et auditivement. Et c'est là qu'intervient l'émergence plus ou moins forte du surmoi. Ça vaut aussi pour l'allemand, qui a également beaucoup de mots français qui viennent parasiter les bases germaniques. Le français a été le grand virus des langues germaniques, y compris d'ailleurs pour le néerlandais, et dans une moindre mesure pour les langues slaves, et notamment pour le russe. Alors, donc, le surmoi viendrait, c'est un petit peu comme on dit, diviser pour régner. Le surmoi s'imposerait quand la compréhension immédiate, première des choses, ne viendrait pas d'elle-même, ne se ferait pas naturellement. À ce moment-là, on prendrait l'habitude de demander quel est le signifié derrière le signifiant, ou derrière les signifiants, puisque plusieurs signifiants distincts correspondraient, d'après la synonymie, au même signifié. Et ce problème-là, il ne se pose pas dans les termes aussi marquants en français. Et cela expliquerait pourquoi le surmoi des locuteurs francophones est moins structuré et moins prégnant que le surmoi des locuteurs des langues germaniques. Bon, on pourrait évidemment trouver d'autres domaines de recherche où les problèmes se poseraient de la même manière, mais à ce stade, véritablement, alors inversement, puisque nous restons dans le domaine linguistique, le fait de parler une même langue ne signifie pas forcément une même identité. Il y a des Belges qui parlent le français, des Suisses qui parlent le français, des Africains qui parlent le français, etc. Des Québécois qui parlent le français et qui n'ont pas forcément la même mentalité et les mêmes intérêts et les mêmes valeurs que les Français de France. Donc là, ça crée une confusion parce que on en est à regretter quelque part que les gens ne parlent pas une langue locale, une langue particulière. Au moins on sait qu'ils ne parlent pas la même langue, qu'ils n'ont pas les mêmes codes. Alors que quand des gens parlent la même langue, mais viennent de régions différentes, viennent de religions différentes, viennent d'aires politiques différentes, eh bien, il y a un souci. Par exemple, au XVIe siècle, les francophones n'étaient pas illimités en aucune façon à la France, au Royaume de France. Mais le nord de la France, qui montait moins qu'aujourd'hui, était francophone, mais n'appartenait pas du tout au roi de France, il appartenait plutôt à l'Empire. L'Empire qui était justement l'ennemi. De la même façon que, d'une certaine manière, lorsque la France a affronté l'Angleterre, on sait que les Anglais, ou du moins une certaine aristocratie anglaise, parlaient le français. Je renvoie au film le Lion en hiver, autour d'Henri II et d'Aliénor d'Aquitaine, etc., et de Richard Cœur de Lion, qui ne connaissaient quasiment pas le français et qui n'allaient presque jamais en Angleterre. Parce qu'on était là au XIIe siècle, c'est bien avant la guerre des 100 ans d'ailleurs. Et bien déjà, il y avait une présence anglaise importante par le fait des alliances, par le fait des mariages, etc.
Donc, à la fois le français, une langue qui ne favorise pas le surmoi en ce qui concerne l'usage de la langue, la compréhension de la langue, mais en revanche, par, par, par son étendue, par son succès, par sa fortune, euh, le fait de parler le français ne nous dit rien nécessairement sur l'identité de celui qui parle cette langue. Et je ne parle même pas de ce que Garfinkel appelle l'indexicalité, et qui fait que dans une même société, les hommes et les femmes, notamment, n'utilisent pas les mots, les mêmes mots, dans le même sens, avec les mêmes valeurs. Je pense au mot travail, par exemple, qui n'a pas forcément la même connotation dans les différents milieux sociaux. Et donc, voilà ce que je voulais vous dire, finalement, sur le plan linguistique, psycholinguistique et sociolinguistique.